Les réacteurs ont eu 40 ans il y a déjà 2-3 ans et donc effectivement c'est pour l'instant la plus vieille centrale de France. Nous avons un réacteur arrêté, Bugey 1, qui devrait avoir fini son démantèlement d'ici une dizaine d'années. C'est reporté et actuellement le démantèlement est repoussé jusqu'à après 2050 parce que les prévisions d'EDF, soi-disant dans une grande capacité pour démanteler, se retrouvent en fait devant une grande difficulté. Ils ne savent pas en fait gérer un démantèlement. C'est très compliqué avec des radioactivités très importantes. Et donc le démantèlement de Bugey 1 est reporté, sine-die, on va dire. Et là, après nous avons 4 réacteurs en fonctionnement, 2 réacteurs Bugey 1, Bugey 2 et Bugey 3, qui sont avec un refroidissement par le Rhône, donc qui amène de la chaleur dans le Rhône, et 2 réacteurs Bugey 4 et Bugey 5, qui eux sont refroidis par les grandes tours réfrigérantes que l'on voit. Voilà, donc c'est la situation actuellement à Bugey. On y croit, il y a de la joie, on joue dans la il y a de la joie, partout il y a de la joie, il y a de la joie, où les Lyonnais se réveillent avec eux, les Suisses, les Belges, le tout Paris. Cette manifestation est la résultante d'une grosse mobilisation de plus de 50 associations, structures, organisations qui justement veulent redire aujourd'hui combien il est important de sortir du nucléaire, d'arrêter cette vieille centrale et de dire non au projet de nouveaux réacteurs de type EPR. C'est un engagement individuel depuis très longtemps contre le nucléaire et pour les énergies renouvelables et pour une autre société. Et puis sur notre commune, on a installé une balise de radiodétection installée par la CRIRAD à l'unanimité du conseil municipal sur l'argument de l'information de la population. Donc on est à 15 km à vol d'oiseau de la centrale nucléaire du Bugey et donc on est aux premières loges en cas d'incident sur ce beau phénomène industriel. En fait, mais c'est effectivement une nécessité d'avoir une surveillance. Donc la CRIRAD a installé quelques balises sur la région Rhône-Alpes et donc Pérouge, on s'était proposé et elle a été installée. Alors en fait il y a deux choses, il y a la problématique locale et il y a la problématique nationale. Nous ce qu'on veut localement, ce qu'on dit c'est qu'on peut et on doit fermer la centrale du Bugey parce qu'elle est vieille, elle est obsolète, elle est dangereuse. Il faut savoir que même s'il y a eu des travaux qui ont été faits avec le grand carénage, dans une centrale on ne peut pas tout changer, à savoir la cuve, l'enceinte. Donc tout ça, ça a vécu, ça a dépassé les 40 ans. Une centrale initialement c'est prévu pour durer 25 à 30 ans avec une durée on va dire de plus de 10 ans. Donc on est largement au-delà du timing. Donc il faut arrêter cette centrale et on peut l'arrêter parce que cette centrale, dans le passé, et il n'y a pas si longtemps, a déjà fonctionné au ralenti ou a déjà été arrêtée. Non, comme ceux qui manifestaient il y a 45 ans contre Superphénix à Malville, à seulement 20 km d'ici, à vol d'oiseau, en amont du Rhône. Le monstre y est désormais à l'arrêt et en démantèlement, après un fiasco technologique et financier retentissant. Est-ce que ce fiasco, c'est peut-être ce que les projets d'EPR cherchent à concurrencer ?
Effectivement, depuis 2 ans, on a appris que les élus locaux du département de l'Ain et les élus du conseil communautaire de la Plaine de l'Ain ont appelé de leur vœu d'avoir des nouveaux réacteurs nucléaires sans aucune consultation de la population. Eh bien, je fais partie de la communauté de communes de la Plaine de l'Ain où je suis élu et effectivement, ça a été voté à l'unanimité, moins une voix, la construction de 2 nouveaux UPR. Donc, il y a effectivement un consensus sur l'ensemble de la communauté de communes. C'est une volonté de garder les rentrées financières et puis de garder aussi le personnel. Et puis, il y a une philosophie pro-nucléaire qui est sur l'ensemble de cette communauté de communes qui est très très importante. Est-ce que les populations de ce bassin, de cette communauté de communes, ont été consultées? Absolument pas. Ce vote-là pour la construction de 2 EPR s'est fait lors d'un conseil communautaire avec très peu d'informations auparavant et aucune information de la population, ni des associations, etc. Et on est très très en colère parce que les projets sont soi-disant à l'étude, mais en fait il semble bien que ce soit déjà acté au niveau du gouvernement et de l'industriel EDF. La population n'avait pas été consultée pour savoir si elle était d'accord pour que s'implantent ces réacteurs-là. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que si jamais des réacteurs EPR venaient à s'implanter, là on en repartirait pour plusieurs décennies, 6 décennies dans les projets d'EDF, de nucléaire ici dans la région du Bugey, avec tout ce que ça veut dire, c'est-à-dire tout ce que ça veut dire à la fois de risque d'accident qui est réel, mais aussi, même s'il n'y a pas d'accident, de pollution radioactive en amont et en aval, donc que ce soit la pollution des mines d'uranium, la production ensuite de déchets radioactifs ingérables, plus une pollution chimique, thermique et radioactive des eaux du Rhône, plus potentiellement des conflits d'usage, parce qu'on sait malheureusement le climat se réchauffe et va se réchauffer de plus en plus. On peut se poser la question si les eaux du Rhône auront un débit suffisant dans les décennies à venir pour supporter à la fois les prélèvements d'une centrale nucléaire, plus les prélèvements de l'agriculture. Donc ça fait beaucoup de raisons de se mobiliser. Alors que ces élus locaux ne sont pas du tout dans leur prérogative de décider de l'avenir énergétique d'une région. Ils vont engager effectivement la région sur peut-être 60 ans sur des installations qui ne sont absolument pas fiables. Il faut quand même rappeler que l'EPR, c'est ce qui est en train de se construire à Flamanville depuis déjà, on va dire, plus de 15 ans, avec un retard considérable, un dépassement du coût qui est phénoménal, puisqu'au départ, on avait un coût initial qui était évalué à 3 milliards, 3 milliards 5. On est passé à 5 puis à 10. Maintenant, on n'est pas loin de 20 milliards d'euros. C'est un rapport de la Cour des comptes qui date de fin 2020. On ne sait pas du tout si cette EPR fonctionnera correctement ou pas. On a des défauts de soudure. L'ASN a déjà mis effectivement une réserve sur le fonctionnement à plein régime. Donc c'est ça que les élus locaux voudraient qu'on ait sur le site du budget. Donc pour nous, effectivement, c'est vraiment totalement inadmissible. Ce qu'on dit, nous, c'est que bien sûr, il faut développer le mix énergétique, mais il ne s'agit pas non plus de remplacer cette centrale forcément par autant d'éoliennes. Ça, c'est absurde. Ce qu'on dit, c'est qu'on peut techniquement arrêter cette centrale sans changer la vie des gens. Il y a déjà 3 tranches sur 4 qui ont été mises à l'arrêt. Or, il n'y a pas eu d'impact sur la consommation de la région Rhône-Alpes. Et après, il y a la problématique nationale. Nous, ce qu'on demande au gouvernement, c'est une programmation de sortie de nucléaire à court terme et non pas à nouveau de construire des nouveaux réacteurs. EPR, qu'est-ce que ça veut dire? Encore plus de risques? Non. Le risque est encore alourdi par la mise en service d'ICEDA, où seront découpés puis stockés en bord de Rhône les déchets issus du démantèlement des plus anciens réacteurs, mais aussi de la maintenance des réacteurs en fonctionnement. Alors, à l'appel de la coordination Stop Budget, qui regroupe SN Budget, ZN38 et RASN, Actinuc et Contratom de Suisse, plus de 50 organisations rhône-alpines, bourguignonnes, mais aussi nationales et suisses, se sont retrouvées pour organiser cette manifestation. Vous êtes venus dire non, 50 ans, ça suffit. EPR, d'ici, ni ailleurs.
exemple. Nous avons eu le plan pluriannuel de l'énergie, il y a un an environ, qui a été en discussion. Et en fait, au départ, il y avait 5 projets, 5 programmes qui pouvaient être appliqués, dont 2 présentés par l'ADEME et RTE, qu'on ne peut pas soupçonner d'être des antinucléaires. Et en fait, ils ont préparé, eux, deux possibilités de sortie du nucléaire rapidement et d'une poursuite de la vie en France, et pas un retour à la chandelle. C'était vraiment une programmation qui tenait compte des besoins et qui prévoyait effectivement des objectifs de réduction des consommations, des objectifs de finalisation des productions et aussi un développement des énergies renouvelables, enfin l'ensemble du programme que l'on doit faire pour sortir du nucléaire. Et en fait, sur les 5 projets, il y en avait 2 qui allaient vers un arrêt du nucléaire progressif, mais relativement court, avant 2030. Et ces 2 projets n'ont pas été retenus. Les 3 qui ont été étudiés, en fait, ont été déjà balayés tout de suite, les 2 premiers balayés par le gouvernement, et ont été présentés à l'examen que les 3 projets qui justement poursuivaient avec du nucléaire, pratiquement dans le même état que nous avons aujourd'hui. Ce qui est au cœur de la campagne présidentielle, en tout cas portée par certains partis, c'est notre survie, c'est le problème du climat. Et ce problème du climat, il est impossible de le résoudre avec le nucléaire. Vous parlez des énergies renouvelables, du mixte énergétique. Il y a un reportage, mais aussi ça monte dans l'opinion, de dire que finalement, d'arrêter le nucléaire en faveur des énergies renouvelables éoliennes ou solaires, qui sont des énergies qui ne sont pas en continu, ça revient, comme en Allemagne, à remettre en marche des centrales à charbon. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Actuellement, on assiste à une montée en puissance très très forte des discours du lobby nucléaire, qui dispose de canaux d'information que nous n'avons pas, de moyens d'information, de moyens de diffusion, de propagande, de financement, de documentaires dont nous ne disposons pas. Donc ce fameux reportage, c'est tout sauf un reportage de lanceur d'alerte citoyen. Il faut quand même reposer les choses, pour reposer les choses progressivement. Déjà, sur l'Allemagne du retour au charbon, non, l'Allemagne n'est pas revenue au charbon. L'Allemagne, historiquement, a beaucoup de charbon dans son mix électrique. L'Allemagne sort progressivement du charbon. Si on regarde depuis 2010, en fait, la fermeture progressive du parc nucléaire, bon, il reste encore quelques réacteurs, ne s'est pas traduite par un regain d'utilisation des fossiles. Au contraire, si on regarde, la production renouvelable a en fait plus que compensé à la fois la fermeture des réacteurs existants et également une décrue des combustibles fossiles. Donc non, l'Allemagne ne rallume pas des centrales au charbon. L'Allemagne a des réacteurs au charbon, des centrales au charbon à fermer, et c'est un problème, et on est tous d'accord là-dessus. Et là-dessus, en Allemagne, les antinucléaires sont aussi mobilisés main dans la main avec le mouvement climat pour demander la fermeture des centrales au charbon. Mais en aucun cas, l'Allemagne n'a rallumé de réacteurs de centrales au charbon,
pour compenser la fermeture de centrales nucléaires. Donc, Ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut pas continuer à développer l'industrie nucléaire et en même temps développer des énergies renouvelables. Il y a un choix à faire. Tant qu'on continue à construire des centrales, on est en retard par rapport au mix énergétique. Et la France a un gros retard. Après, par rapport aux éoliennes, on n'a jamais dit effectivement qu'il faudrait par exemple construire des champs éoliens. Par exemple, une éolienne, c'est on va dire 1 mégawatt. Il faudrait donc 900 éoliennes pour remplacer un réacteur. Et donc, ça n'a pas de sens. On n'a jamais dit ça. Et effectivement, on sait bien que c'est pas possible. On dit juste qu'on est en surcapacité, qu'il s'agit effectivement, à un moment, c'est un choix politique. On décide de vendre moins de courant et donc de revoir effectivement cette rentrée d'argent au bénéfice des énergies renouvelables. Après, les éoliennes, oui, peut-être qu'il y a eu des erreurs de fait, c'est possible, il ne faut pas les faire n'importe comment. Ça, on peut l'entendre. Mais être contre l'éolien de manière systématique, c'est aberrant. Nucléaire soi-disant vertueux et décarboné. Je vais revenir rapidement sur ce terme de décarboné parce qu'il y a un truc qui semble un peu magique là comme ça, de paf, il n'y a aucun impact. Déjà, rappelez que l'extraction de l'uranium, ça consomme de l'énergie, ça signifie des émissions de CO2, la construction des réacteurs aussi, la gestion des déchets radioactifs sur des centaines d'années, on ne sait pas encore chiffrer, là-dessus c'est difficile d'avoir des estimations, mais on ne peut pas dire que ce sera neutre. Tout ça, ça ne fait pas, on n'est pas du tout dans les ordres de grandeur des énergies fossiles, ça c'est sûr, mais ce n'est pas décarboné, ce n'est pas magique. Toutes les énergies ont un impact, y compris les énergies renouvelables. Donc voilà. Ensuite, les émissions de CO2 ne sauraient être le seul indicateur finalement environnemental pour juger de si une énergie est vertueuse ou pas. On fait une focalisation sur le CO2 et effectivement la crise climatique est gravissime et effectivement il faut prendre ça à bras le corps, mais ce n'est pas une raison pour se mettre des œillères et occulter tout ce qui est à côté. C'est-à-dire que oui, le nucléaire émet peu de CO2, mais le nucléaire provoque la production de déchets radioactifs ingérables qui vont rester dangereux pendant des civilisations humaines. Le nucléaire va de pair avec un risque d'accident qui existe, qui est reconnu même par les autorités de sûreté nucléaire. Le nucléaire va de pair avec une pollution régulière, que ce soit des mines d'uranium, pollution thermique et chimique des cours d'eau. Le nucléaire est également vulnérable au changement climatique. Donc ça, c'est aussi des choses à prendre en compte. Enfin, on peut se dire, bon, d'accord, le nucléaire est peu émetteur. Eh bien, comparons-le aux autres sources de production d'électricité qui sont elles-mêmes peu émettrices. Eh bien, ce qu'on constate, c'est que le nucléaire est beaucoup plus cher, beaucoup plus lent, beaucoup plus difficile à mettre en œuvre que les énergies renouvelables, que ce soit le solaire et l'éolien. Et donc là, le nucléaire ne fait pas le poids. Si vous regardez les rapports du GIEC, si vous lisez vraiment dans les détails, eh bien, vous constaterez que le GIEC prédit un développement plutôt... Voilà, il ne table pas trop sur le nucléaire comme la solution magique pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Au contraire, le GIEC nous indique qu'il faut mettre le paquet sur les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien. Et surtout, là je parle juste de production d'électricité, mais en fait ce qu'il faut voir aussi, c'est avant même de produire l'électricité, de changement de nos modèles de production et de consommation. C'est-à-dire qu'avant même de consommer de l'électricité, il faut avoir une réflexion sur nos besoins. Excusez-moi, ça, Ouais. on n'en parle plus tellement, hein, Oui. finalement, de la réduction Alors, d'arrêter un petit peu la machine. On l'a vu C'est pendant ça. le confinement. Hein, mais... c'est ça. Alors, il y a une réflexion à mener à deux niveaux. C'est-à-dire, d'une part, est-ce que on ne peut pas utiliser l'énergie plus intelligemment pour en gaspiller moins? Exemple typique, si on isole les maisons, eh bien on a des gains énormes en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, de réduction de consommation d'énergie, des gains énormes au niveau sanitaire, des gains énormes aussi pour la lutte contre la précarité énergétique. Pour autant que l'État décide de mettre le paquet là-dedans au lieu de venir au secours de l'industrie nucléaire qui est tout le temps empêtrée dans des difficultés financières. Donc ça, c'est déjà une chose. Paris,
l'efficacité, mais aussi la sobriété, c'est-à-dire finalement une vraie réflexion sur les besoins. Quels sont les besoins qui sont vraiment essentiels, nécessaires, pour lesquels il faut vraiment, auxquels il faut donner la préférence. Quels sont les besoins qui sont au contraire superflus, voire néfastes. C'est-à-dire, par exemple, ça appelle un débat sociétal, mais les écrans publicitaires vidéo qu'on voit souvent dans le métro, j'ai pas les chiffres récents, mais en tout cas, jusqu'à il y a peu, ça consommait autant qu'un ménage français. On appelle la pollution lumineuse. Voilà, ça, est-ce que ça nous apporte un mieux-être? Non. Au contraire, ça engendre une forme de pollution, d'agression visuelle, et en plus, ça consomme énormément. Donc, il y a vraiment une réflexion à avoir sur quel modèle de société on veut. Une réflexion à mener collectivement pour réfléchir à décroître nos consommations d'électricité, nos consommations d'énergie au sens large et notre empreinte écologique au sens large. Parce que le mythe de nous faire croire on a le nucléaire, donc c'est bon, donc voilà, on est déjà vertueux, non, c'est faux. La France continue à émettre beaucoup trop d'émissions de gaz à effet de serre, 5 à 6 fois trop, même avec son nucléaire dont elle est si fière. Ce qu'il faut dire, vraiment, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas se contenter de dire on va avoir une technologie vertueuse et voilà, et tout le reste est réglé. Non, notre mode de vie n'est pas soutenable, que ça concerne l'électricité et l'énergie ou tout le reste.